les objectifs de la réforme avaient été annoncés par la garde des Sceaux au moment de la publication du projet en 2015. Ils étaient au nombre de 3, accessibilité, attractivité et protection de la partie faible. L'accessibilité, c'est assez simple, ça consiste simplement à réintégrer au sein du Code civil un droit qui, depuis 200 ans n'ayant plus été modifié, était devenu un droit qu'on trouvait dans les décisions de jurisprudence. En le réintégrant dans le Code, on le rend plus accessible. L'attractivité répond un peu à la même idée. Puisqu'on ne le trouvait plus dans le Code, le droit n'était plus visible et le droit français des obligations aurait perdu une partie de son rayonnement, notamment dans le concert international, ce qui aurait pesé au moment d'éventuelles négociations sur un droit international ou européen des obligations. Et la protection de la partie faible serait l'intégration par le législateur de l'idée selon laquelle il y a des inégalités économiques et sociales entre les contractants et qu'il faudrait protéger plus particulièrement certaines catégories de contractants. Alors, lors de la présentation de l'ordonnance en février, le législateur n'a plus gardé que 2 de ses objectifs, ou en tout cas n'annonce plus que 2 de ses objectifs, qui sont attractivité et sécurité. Dans la sécurité, il y intègre la protection de la partie faible et l'accessibilité. En réalité, ici, il y a une affaire de communication autour de la réforme, mais on peut considérer que l'essentiel des objectifs de la réforme est de réintégrer dans le texte du Code civil un droit qui n'était plus dans le texte, mais dans la jurisprudence. Environ plus de 400 qui sont modifiés par la réforme, mais il faut distinguer. Il y a certains textes qui sont simplement renumérotés, c'est le cas de la responsabilité extra-contractuelle par exemple, c'est une simple renumérotation. Il y a des textes, l'essentiel de la réforme, c'est 350 articles qui sont modifiés, qui sont donc le droit des contrats, le régime de l'obligation et le droit de la preuve, qui sont modifiés en profondeur, parfois de manière presque cosmétique, en modifiant un terme, mais parfois entièrement réécrits. Mais au-delà des textes qui sont directement dans l'ordonnance, donc qui sont modifiés directement, il y a tout l'effet, toute l'influence que peut avoir le droit commun des contrats sur les autres branches du droit. Et là, c'est plus diffus. C'est-à-dire que 350 ou 400 articles modifiés, ça peut avoir un effet sur quantité de branches du droit, puisque énormément de matières se raccrochent au socle du droit commun des obligations. Pour les étudiants, il faut distinguer. Un étudiant qui rentre en première ou deuxième année n'aura pas de différence par rapport à ceux qui rentraient il y a quelques années, puisqu'au fond, ils vont apprendre le droit des obligations et donc le nouveau droit des obligations. Pour les étudiants qui sont en cours de cursus, à partir, disons, de la licence 3, une partie des matières ou disciplines enseignées par la suite se raccrochent nécessairement au droit des obligations, si bien qu'ils vont devoir revenir en partie sur des notions qu'ils avaient abordées auparavant. Pour les praticiens, la question est plus délicate, c'est-à-dire qu'il y a une influence directe, notamment le fait que l'entrée en vigueur de la réforme étant prévue pour le 1er octobre 2016, il faut vérifier si les pratiques contractuelles, par exemple, celles qui étaient appliquées jusqu'alors, demeurent valables par la suite. Et puis, il y a un effet qui est plus profond, sans doute, sur une plus longue durée, qui est de revenir au texte et donc d'envisager ce texte comme de nouvelles opportunités de réflexion, d'interprétation, en attendant ce qui sera envisagé par le juge. L'ordonnance de 2016 conduit assez naturellement à un déplacement du pôle jurisprudentiel vers le pôle législatif. Pour le dire autrement, les textes n'avaient pas changé depuis 1804, si bien que le droit des obligations tel qu'il était enseigné et reçu en pratique était un droit qui était à la fois issu d'une construction doctrinale, une forme de dogmatique doctrinale, et également de l'application par la jurisprudence, d'une construction jurisprudentielle du droit des obligations. Et donc on avait une parole et un discours qui était essentiellement celui de la jurisprudence et de la doctrine. Et
200 ans après, un petit peu plus de 200 ans après, le législateur reprend ça, assimile en partie ce qui avait été construit, mais est désormais également celui qui redonne une nouvelle vie aux droits des obligations, si bien que on est obligé de revenir à la parole du législateur pour ensuite pouvoir l'interpréter et essayer d'ouvrir le texte pour voir ce qui éventuellement pourrait changer, alors, ce qui est évident, mais aussi ce qui l'est moins, ce qui est un peu plus invisible, ce qui nécessite sans doute une approche plus critique, plus détaillée des textes.